Oh non! C'est un rayon qui est cassé. Et il fallait que ça arrive aujourd'hui. Demain, on a cette fichue évaluation ERS. Après-demain, on a encore cette réunion. Le vélo est cassé. Et tout ce qui est encore à préparer. Bon, ne nous énervons pas. Essayons de réparer. Mais il fait déjà bien tard. Peut-être que j'ai tout intérêt à dormir ici. Et demain, de toute façon, ce sera ni la première ni la dernière fois. Et demain sera un autre jour. S'il vous plaît, dessine-moi un atome. Hein? Dessine-moi un atome. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? S'il vous plaît, dessine-moi un atome. Je ne peux pas te dessiner un atome. Par contre, je peux essayer de te raconter leur histoire. C'était il y a bien longtemps. Au cœur de la Grèce antique, Anaxagoras, chef de l'Assemblée, puis Leucippe et son disciple, Démocrite surtout, proposèrent que la matière était composée de petits corpuscules, petits éléments insécables, atomos, qui ne se coupent pas, et que ces petits éléments s'assemblaient diversement pour composer tous les états de la matière qu'ils connaissaient alors. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'était pas les Grecs. Et c'était qui alors? C'était le philosophe indien Kanada Vous m'en qui direz tant. vivait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Canada. Écoutez, quoi qu'il en soit, il faudra attendre le 18e et même le 19e siècle pour que la véritable théorie atomiste trouve ses fondateurs. C'est John Dalton qui, à la fin du 18e, début du 19e, s'intéressait à la physique des gaz, et en particulier, il voulait savoir pourquoi, dans l'atmosphère, les gaz légers n'étaient pas en l'air, tandis que les gaz lourds eussent été par terre. C'est finalement une question de bon sens. Il fait alors un certain nombre d'expériences, notamment les expériences suivantes. Il prend un volume d'hydrogène sous forme gazeuse, il ajoute un volume de chlore sous forme gazeuse, il obtient 2 volumes de chlorure d'hydrogène. Parfois, jusque-là, tout allait bien. Il fait alors une nouvelle expérience avec 2 volumes d'hydrogène, 1 volume d'oxygène, et là, patatras, il trouve 2 volumes de vapeur d'eau. Et même à l'époque, 2 plus 1 ne faisait pas 2. Donc ceci heurte sa sensibilité scientifique, on peut le comprendre. Il reproduit des expériences un très grand nombre de fois et il fait la constatation suivante. Il constate que les rapports entre les nombres de volumes qu'il met comme réactifs et les nombres de volumes qu'il obtient comme produit sont toujours des rapports entiers. Et ceci l'amène à une conjecture très audacieuse qui est que s'il n'y a que des entiers, c'est que la matière est discrète. Il propose alors que dans tous ces gaz, finalement, il n'y a que des petits objets bien individués qui sont composés d'entités élémentaires. Ces entités élémentaires peuvent s'assembler pour faire des duos, des triplets, des quadruplets, un peu comme en musique. Grâce à ceci, il résout fondamentalement la question qu'il se posait. En effet, regarde, si je prends par exemple la petite boule en haut à gauche et cette petite boule au milieu, la quatrième, une boule plus une boule, je les assemble, une seule ensemble de boules, un seul duo, donc 1 plus 1 égale 1. On peut faire des choses plus folles encore. 2 fois cette boule plus une fois cette boule, de nouveau ça fait 1. Et puis incessamment on peut assembler ça et ça pour faire des structures plus compliquées. Et il fonde ainsi véritablement le début de la chimie moderne, de ce qu'on appelle aujourd'hui la stoichiométrie.
peu de temps après, c'est Amédée Avogadro qui pousse la logique encore plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Elisabeth, Vous n'avez C'est aucun encore sens vous. de l'humour, professeur. Elisabeth, c'est sérieux la théorie atomiste. Oh. Bon, revenons à John Dalton. John Dalton, suivi par Amédée Avogadro, ont donc posé les bases de la théorie atomiste. Amédée Avogadro, se basant sur les travaux de nombreux thermodynamiciens du XVIIIe siècle, fonde la loi des gaz parfaits. Il s'inspire pour ça d'un certain nombre de lois, alors Gay-Lussac et tant d'autres, qui essentiellement consistaient à dire que la pression d'un gaz divisée par la température d'un gaz est une constante qui ne dépend que du volume de celui-ci, ou que le volume d'un gaz divisé par la température du gaz est une constante qui ne dépend que de la pression. Il y a encore une combinaison possible, mais au bout d'un moment, il finit par dire finalement le plus simple, c'est de supposer que la pression fois le volume d'un gaz est égale et proportionnelle à la température. La constante de proportionnalité s'avère indépendante du gaz considéré. Il fait alors l'hypothèse formidable suivante, que dans un volume de gaz à pression et température donnée, il y a un nombre de ces petits objets que John Dalton avait envisagé, un nombre unique, toujours le même. C'est ce qu'on appellera le nombre d'Avogadro. Bon, bien sûr, il y a aussi une petite constante là qui ne dépend de rien, et nous reviendrons sur la mesure de cette petite constante. Mais je veux pas l'histoire des atomes, ni celle des Grecs ou des gaz, qu'ils soient parfaits ou pas. Dessine-moi un atome. Il est têtu, ce garçon. Je ne peux pas te dessiner un atome. Je vais essayer, ou plutôt, Robert Brown a essayé, ou a observé, en faisant d'autres choses, quelque chose qui finalement va mettre en évidence réellement, mais il faudra encore près d'un siècle, va mettre en évidence l'existence des atomes. Il étudiait les plantes, beaucoup de gens étudiaient les plantes, beaucoup de botanistes à cette époque, et il étudie les plantes, il met des grains de pollen à la surface de l'eau, et il constate que ces grains de pollen sont animés d'un mouvement un peu erratique. Bon, bien sûr, il y a 1000 raisons possibles à ce mouvement erratique. Le fluide d'abord, qui peut être un peu agité, parce que, évidemment, cette expérience n'est pas faite dans des conditions idéales. Et puis, le vivant aussi, ces grains... Ah, vous fumez maintenant, Elisabeth. Oh, mais c'est pour la bonne cause, Et- professeur. Quelle cause? La fumée, je l'ai enfermée dans la boîte. Ah, je vous vois venir. Le mouvement brownien, moi, je vais vous le montrer. Regarde bien, c'est la caisse dans laquelle il y a l'atome que tu souhaites. Je vais regarder alors. Un peu de lumière. Un petit peu. Attends, la lumière est partie. La lumière est partie. Ah, voilà. C'est pas facile de voir les atomes comme tu peux voir. Il faut tenir la lumière. Je saute pas encore. Ah si, vas-y, vas-y. Ça bouge pas beaucoup. C'est vrai que ça bouge pas beaucoup cette affaire. Ils sont où? Elle est où ma fumée? C'est calme en fait. T'es sûr que t'as fumé ou t'as craché? J'ai dû l'avaler, professeur. Tout ça, c'est dans mes poumons. Ça change. Montre le film que j'ai fait l'autre jour. J'ai craché 3 cigarettes dans cette boîte. Là, ce soir, j'en pouvais plus. Non, mais moi, j'ai peur aussi. Fumer comme ça, comme un pompier. Voilà! Oh, ça bouge. C'est plein de petites taches blanches. Les petites taches blanches, c'est les particules de noir de fumée. Ah, c'est blanc donc c'est noir. Nous sommes trahis. Ben oui. Et tu vois, elles s'agitent sous l'action des molécules d'air
qui viennent entrer en collision avec ces petites particules de noir de fumée. C'est incroyable qu'on arrive à les voir en fait. Et si on suit une trajectoire d'une de ces petites particules, qu'est-ce qu'on observe? On observe la trajectoire suivante. Une trajectoire bien différente de celle des boulets de canon dont on avait l'habitude à l'époque. Une trajectoire composée de plein de petits sauts. Plein de petits sauts et finalement une trajectoire très erratique. Continue, et les mathématiciens diraient différenciable nulle part. Qui ressemble d'ailleurs un peu à la côte de Bretagne, surtout par ici. Et puis, on peut zoomer sur la trajectoire et on a l'impression de voir encore une fois la même trajectoire. Il faudra attendre un petit peu avant de comprendre l'origine de cette trajectoire mystérieuse. C'est Einstein, en fait, qui, dans un de ses fameux articles de 1905, proposa une première explication. Ça, la boule bleue, c'est ta particule de fumée. La boule bleue, c'est le noir de fumée, tu veux dire? C'est une particule de noir de fumée, qui bouge, comme on peut le voir, de façon complètement erratique. La cause en est les petites particules rouges. Les particules rouges, ce sont les petits corpuscules de Démocrite, les petits corpuscules d'Avogadro, les petits corpuscules précédents. Ce sont les fameux atomos, ou les molécules en tout cas. Ils tapent sur la particule bleue, et c'est les chocs, les collisions avec la particule bleue qui provoquent le mouvement erratique. C'est ce qu'on appelle l'agitation thermique. Alors c'était comme ça dans l'expérience de Brown, sauf que c'était pas du noir de fumée et des molécules d'air, c'était en fait des petits grains de pollen qui étaient frappés par les molécules d'eau. Exactement. Et Einstein proposa même de mesurer la masse de ces petites boules rouges en étudiant le mouvement de la grosse boule bleue. Ah, alors c'est comme si j'avais un iceberg avec des pingouins qui sautent autour et que, en regardant de combien gigote la banquise, j'arrive à mesurer la taille des pingouins. Oui, et c'est d'autant plus impressionnant et d'autant plus invraisemblable qu'il faut se rendre compte que les tailles ici ne sont absolument pas représentatives de la réalité. La boule bleue, elle fait typiquement ce qu'on appelle un micron. Un micron, c'est un millième de millimètre. Donc ça veut dire que si je prends un micron, ça fait donc un petit peu moins que l'épaisseur d'un cheveu. Maintenant, les petites boules rouges, là, elles font typiquement ce qu'on appelle un angstrom. Un angstrom, c'est un dixième d'un millième du millimètre. Ou du micron. Du millimètre. Donc, ça veut dire que si je prends ça, il faut que je le divise en 1000. Il ne reste déjà pas grand-chose. Que je le divise encore en 10. Et ça me laisse des tout petits points rouges que l'on verrait à peine. Donc, si tu veux, tes pingouins, s'ils font 1 mètre de haut, ça veut dire qu'en étudiant le mouvement des fluctuations d'une banquise de 10 km de diamètre, on pourrait mesurer la masse des pingouins. C'est donc assez audacieux. Et pourtant, peu de temps après, Jean Perrin fait une expérience très très soigneuse. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte à quel point cette expérience était soigneuse. Il prend une sorte de pâte, une sorte de latex, il s'en frotte les mains si je puis dire, il fait avec ça une petite émulsion de petites gouttes qui font un peu moins d'un micron, en fait un demi-micron. Il mesure leur diamètre, il mesure leur densité, il les trie, il les filtre, il les condense, et enfin il les met dans une cellule. Tout le succès de l'expérience est d'avoir pu mesurer très précisément le diamètre et la densité. Pour chacune de ces mesures, il utilise 3 méthodes. Ensuite, il les met dans sa cellule, il incline sa cellule de façon à ce qu'elle soit verticale, il regarde avec le microscope de façon horizontale, et voici ce qu'il observe. Il observe que les particules qui sont plus denses que l'eau sédimentent, ça jusque-là, point de surprise, mais il observe aussi qu'à un moment donné, on a une sorte d'état stationnaire où il y en a qui sont en permanence en haut. Pourquoi? Parce qu'à la fois, ça sédimente, mais en même temps, la fameuse agitation thermique dont Einstein parlait tend à réhomogénéiser en permanence l'ensemble. Il poursuit l'analyse et mesure ce qu'on appelle le profil de densité. Ici, il mesure la densité en fonction de l'altitude. Il trouve un profil qui a cette forme. Ensuite, il explique cette forme en faisant en gros un bilan de pression hydrostatique et en faisant appel à la fameuse loi des gaz parfaits proposée par Avogadro. Et c'est ainsi
qu'il extrait de ce profil une échelle de longueur, et de cette échelle de longueur, le nombre d'Avogadro. Ce nombre vaut à peu près 6,023 10 puissance 23, c'est énorme de mesurer un tel nombre dans une expérience. À l'époque, il trouve 7 10 puissance 23, mais on n'en est pas, du moment que l'ordre de grandeur est là, c'est déjà une expérience absolument remarquable. Mais je suis un peu déçu parce que j'ai pas réussi à voir d'atome dans la caisse. S'il vous plaît, dessine-moi un atome. J'aurais envie de te dire, mets des lunettes. Oh, mais écoute, mon garçon, moi je vais te les montrer, les atomes, parce que si t'attends après lui, hein, t'es pas sorti du sable. Heureusement qu'en 1931, il y a un ingénieur et un physicien allemand qui ont inventé le microscope électronique à transmission. Évidemment. Eh ben oui, évidemment, évidemment. Passe-moi ton bâton. Ah, alors tu vois par exemple, cette petite particule qui est constituée d'un cœur de platine et entourée par du palladium, qui fait 5 nanomètres, c'est-à-dire 5 millionièmes de millimètre, eh bien, avec le microscope électronique à transmission, qui te permet de faire de l'optique avec des électrons. Ne lui parle pas d'électrons, il va te demander de dessiner. C'est très beau, mon garçon, les électrons. C'est chargé négativement. Alors, revenons aux atomes. Eh bien là, tu vois, ça, c'est les atomes de platine. En fait, ce sont des colonnes atomiques qui sont perpendiculaires au plan d'observation. Mais du coup, est-ce que je pourrais voir comme ça, avec le microscope à transmission, les atomes de ma main? Si je mets ma main dans le microscope, est-ce qu'on les verrait? Non. Dans un microscope à transmission. Non, parce que, vois-tu, comme je te le disais, les électrons sont chargés négativement. Et il faut donc un matériau conducteur, ou à la limite semi-conducteur, pour évacuer ces charges. Donc ta main, ça ne marcherait pas. Mais on peut voir des atomes en surface de matériaux toujours conducteurs ou semi-conducteurs. Tu vois là, par exemple, c'est des atomes de carbone qu'on voit à la surface du graphène. On en reparlera. Là, ce sont des molécules qui émettent de la lumière. Et puis là, c'est du carbure de silicium, un composé extrêmement important en électronique. Ce microscope à effet tunnel, qui fonctionne en rapprochant une pointe d'une surface, permet d'établir un courant entre cette pointe et l'atome de la surface en face duquel elle se trouve. Et comme ce courant décroît très vite, à chaque fois que la pointe est en face de la surface, eh bien, elle n'image qu'un seul atome à la fois. On balaye donc la surface avec la pointe et on reconstitue tous ces atomes. Et ça a été inventé en 1981. Mais dans cette image-là, en fait, on voit beaucoup de choses. Est-ce que les points blancs et les points noirs, c'est aussi des atomes? Non, mais bon, ça, c'est des défauts, mon petit Ziad. Rien n'est parfait en ce bas monde, rien n'est parfait. Mais alors, en fait, si je comprends bien, les atomes, c'est vraiment des toutes petites boules, mais c'est quand même des boules. Bah oui, c'est des boules. Mais dis-lui, toi, que c'est des boules. Tu crois que je joue aux billes? Évidemment, ce sont des boules. Regarde, je peux comme ça, en assemblant des boules, étudier différentes structures moléculaires. Il y en a des plus ou moins complexes, des plus ou moins réalistes aussi. On a libre cours à son imagination, à condition de respecter un certain nombre de règles. Regarde, par exemple, celle-ci. Mais ne sont composées que de carbone. Mais c'est Elisabeth surtout qui les connaît bien. Oh, ce sont des plans de graphène. C'est joli, n'est-ce pas? C'est parfaitement plan. Et composé uniquement de carbone. Et puis alors, si on prend deux de ces plans, un petit peu décalés l'un par rapport à l'autre, reliés entre eux par des liaisons assez faibles, qu'on appelle des liaisons de Van der Waals, eh bien on obtient du graphite. Ziad, c'est ce qu'il y a dans ta mine de crayon, le graphite. Alors le carbone existe sous plusieurs formes en fait, mais mon préféré c'est le diamant.
Ça va encore nous coûter une fortune, cette affaire-là. C'est rigolo ce diamant. C'est quoi cette structure? Il y a plein de petites boules de couleurs différentes. Oui, en fait, ce ne sont que des atomes de carbone. Mais tu vois, pour bien montrer que l'on observe en fait une structure cubique, on a mis au sommet de ce cube des atomes jaunes. Mais en fait, ils devraient être noirs. Ah, donc en fait, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec le même atome de carbone. Absolument. C'est beau quand même. On peut construire des structures très 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 différentes. Mais plus simplement, si on prend l'eau par exemple, pourquoi est-ce qu'on la trouve à l'état solide ou liquide ou même gazeux? C'est quoi la différence entre ces différents états? Ah, Alors ça, c'est une question différente. C'est une question de dynamique principale. Regarde. Dans le gaz, les petites boules, elles peuvent gigoter dans tous les sens. À toute allure. Elles ont toute la place. Dans le solide, elles sont rangées comme les soldats de plomb de Napoléon. Dans le liquide, bon, elles ont de la place, elles bougent, mais enfin elles se voient beaucoup. Nous y reviendrons. Regarde, on va faire une petite expérience. Maintenant qu'on sait que finalement les atomes, c'est des petites boules, eh bien profitons-en. Prenons des petites boules. Donc par exemple des billes. Je verse un liquide dans un récipient. Ensuite, je mets en marche l'agitation thermique d'Einstein. Attention, je chauffe à fond les balles. J'ai un gaz. Les petites boules se cognent à toute allure, se cognent aux parois, ça définit la pression cinétique. Et maintenant, je refroidis tout doucement. Je vois un effet de condensation. La densité augmente. Les billes prennent moins de place, effectivement. On voit la surface libre du liquide apparaître. Et si maintenant je refroidis encore un peu, regarde, ton œil doit commencer à voir apparaître de façon transitoire un peu d'ordre. C'est un peu ennuyeux, on voit une petite plaque qui Regarde, bouge. de plus en plus. Tu vois? Il n'y a pas besoin d'un microscope à effet tunnel. On voit ici une magnifique face cristalline. On voit même deux plans en fait. Même deux plans. On peut réchauffer un peu pour réduire les défauts. Alors il est vrai que j'ai un peu plus de défauts qu'Elisabeth, mais bon, ça... ça va sans dire. Voilà. Mais enfin, ces transitions entre le gaz et le liquide, on peut les voir aussi en vrai. Oui. Par exemple, dans cette petite boîte, il y a de la vapeur, un gaz, et donc on ne voit rien. On voit à travers, tu veux dire. Oui, c'est ça que je veux dire. Alors, ça, c'est parce que on est au-dessus du point critique. Alors, je vais demander à cet appareil de se mettre en dessous du point critique, à 44,5 degrés. Je baisse ma consigne. Voilà. Et petit à petit, le liquide va apparaître. Il va y avoir dans cette boîte de la condensation. On ne voit toujours rien. Rien. Non, mais c'est pas que toutes les expériences ratent, hein. Il faut aussi être parfois un peu patient. On voit un petit halo qui se développe en fait, au niveau Oui. des bords. On commence à voir C'est un peu lumineux. quelque chose. T'es sûr qu'on doit voir quelque chose? Oui, oui, je le sens. Ça commence, ça commence. Ah, on voit un petit quelque chose en bas. Ah non, c'est le papier ça. C'est chaud. Et voilà. Et voilà! C'est formidable. Magnifique. L'opalescence critique. Oh, et voilà Merveilleux, le n'est-ce fluide. pas? Au point critique, il y a des fluctuations de densité tellement grandes qu'elles occupent tout l'espace
L'échelle de longueur sur laquelle ces fluctuations de densité se font est de taille macroscopique, de la taille de la cellule. Et on voit maintenant le liquide, comme vous le voyez, qui s'élève. La condensation s'est faite à partir de ce point critique. C'est vraiment impressionnant en fait le passage entre le gaz et le liquide qui se fait aussi violemment avec une espèce de brume là. C'est vraiment... Le phénomène perd toute échelle de longueur. La longueur de corrélation devient infinie. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment est-ce que la température fait pour choisir d'une part le gaz et d'autre part le liquide. Ah, ça c'est une affaire intéressante. Ça, c'est les deux antagonismes permanents de la nature. Le désordre et l'ordre. La nature adore le désordre. Regarde, Elisabeth. Représentation presque parfaite. Mais la nature adore aussi l'ordre. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour te dire qui incarne l'ordre ici. Le désordre, on le quantifie avec une quantité que l'on appelle l'entropie. Plus l'entropie est grande, plus le désordre est grand. L'énergie, de son côté, veut se faire la plus petite possible, inutile d'en dépenser quand ce n'est pas nécessaire, et c'est la minimisation de l'énergie qui conduit à l'apparition de l'ordre. Inutile de s'agiter, tu comprends? C'est la température qui arbitre entre les deux. On introduit une fonction qu'on appelle énergie libre, qui est l'énergie moins la température fois l'entropie. Il en résulte que celle-là est toujours minimisée par la nature à l'équilibre. À haute température, c'est l'entropie qui gagne, et donc les systèmes sont désordonnés, on a des gaz. À basse température, c'est l'énergie qui gagne, on a de l'ordre, éventuellement on cristallise, ou bien, si on refroidit moins, on a un liquide. Alors, je vois facilement ce qui se passe pour le gaz, qui est vraiment très désordonné, qui a beaucoup de place. Le solide, qui lui, au contraire, est très ordonné et qui est très dense. Par contre, le liquide, je ne vois pas très bien. Il a l'air un petit peu ordonné quand même, mais il y a aussi un peu de place pour chacune des petites particules. Ordonné, c'est beaucoup dire. Le liquide a une structure. Ça, c'est vrai. Alors que le gaz n'en a pas vraiment, à proprement parler. La structure des liquides est une histoire compliquée, qui, encore dans les années 70, et même encore récemment, anime énormément les communautés scientifiques. C'est John Desmond Bernal qui, parmi les premiers, s'est intéressé à la structure des liquides. Au départ, c'est un cristallographe, donc il maîtrise parfaitement la structure du diamant d'Elisabeth. Et il se pose la question suivante. Imaginons maintenant que je joue avec les petites boules, avec par exemple des molécules d'eau. Et la molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Les deux atomes d'hydrogène forment un angle bien défini avec l'atome d'oxygène. Et se dit, bon, si je veux les assembler, en respectant les angles, et en respectant aussi le fait que les hydrogènes, ils aiment bien venir voir les oxygènes, ce qu'on appelle la liaison hydrogène d'ailleurs. Maintenant, je veux les assembler, mais je m'interdis tout ordre. C'est-à-dire que cet homme qui, pendant des années de sa vie, a fait des empilements cristallins, se dit, je vais essayer de faire un empilement où il n'y a pas d'ordre. Et de l'étendre, de l'étendre, de l'étendre, de l'étendre. Et tu vois où ça l'a conduit? Regarde, nous sommes ici dans la cour de son collège, parce que c'est un Britannique, de la cour de son collège. Il a composé ainsi une structure désordonnée, parfaitement désordonnée, mais pour autant dans laquelle il y a une certaine logique. Cette logique, on peut essayer de la décrire de la façon suivante. Dans un gaz, si je suis ici, la probabilité qu'il y ait un atome de gaz là-bas, ou là-bas, ou là-bas, est à peu près exactement la même partout. Si je suis dans un liquide, c'est un peu différent parce que je vois déjà mes voisins. Tu as vu tout à l'heure, les liquides étaient assez denses. Donc si je me suis ici, moi, la boule bleue, et que j'essaye de savoir quelle est la probabilité de savoir s'il y a quelqu'un à une distance petit r de moi, tu vois que dans cette direction-là, il n'y a personne, alors que dans cette direction-là, il y a quelqu'un. Et donc la probabilité qu'il y ait quelqu'un à une certaine distance r ne va pas être exactement 1, ne va pas non plus être 0, elle va dépendre de la distance. Et voilà ici des courbes qui représentent essentiellement cette probabilité. C'est ce qu'on appelle la fonction de Paire chez les physiciens. La probabilité est maximale après à une première couronne, à une première distance de moi. Et puis ensuite, elle décroît. Pourquoi? Parce que les bleus, ils ont déjà occupé la place. Et donc, il faut aller un peu plus loin pour en trouver. D'ailleurs, on en trouve. C'est la deuxième bosse. Et puis après, ça décroît encore. Puis après, une petite troisième bosse. Et puis après, il faut vraiment être très, très convaincu pour penser qu'il y a encore d'autres bosses. Et donc, l'amplitude des bosses décroît avec la distance. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle la fonction de Paire. Et tu peux voir qu'elle ne dépend pas beaucoup de la température. Ici, elle est représentée pour différentes températures.
d'un liquide. Mais alors, Et alors pour un gaz, ça ferait quoi? Eh bien, pour un gaz, évidemment, il n'y a personne à l'intérieur de moi, autre que moi. Et puis ensuite, la probabilité monte de trouver quelqu'un. Et puis après, elle est constante. Parce que comme je disais, elle est la même à n'importe quelle distance. Si tu veux, il n'y a aucune corrélation entre ma présence ici et ta présence là-bas. Enfin, un petit peu quand même. et juste pour finir, parce qu'on ne parle pas encore du cristal, ça ressemble à quoi la fonction pour le cristal? Ah ben, dans un cristal, c'est l'histoire des petits soldats de Napoléon. Si je suis là et que l'armée est bien disciplinée, ici, il y aura quelqu'un à coup sûr. Ici, il y aura quelqu'un à coup sûr. Ici, il y aura quelqu'un à coup sûr. Et donc, la probabilité, ce seront des pics périodiques, successifs, qui chaque fois remontent à 1, parce que la probabilité de trouver quelqu'un est 1, modulo les petits défauts dont Elisabeth te parlait tout à l'heure. On peut voir ça aussi dans mon expérience. Regarde. Je refais mon liquide. Tu vois bien que les particules se gênent les unes des autres. Il fait suffisamment dense pour qu'on ne puisse pas aller n'importe où. Et ceci est d'autant plus vrai qu'il fait froid. C'est comme ça qu'on peut étudier la structure. Oh, c'est à l'arrêt, c'est complètement désordonné. Bon, Elisabeth, qu'est-ce que vous avez encore fait? Vous avez fait une trempe en température. J'ai fait un verre. C'est quoi un verre? Et c'est quoi un verre? Un verre, c'est... Un verre, c'est un... C'est un liquide qui est ralenti. Oui, alors, un liquide qui ralentit. Alors, si on part d'un liquide à très haute température et qu'on diminue cette température, eh bien, petit à petit, on gèle la dynamique. Et quand on arrive près de ce qu'on appelle la température de transition vitreuse, la viscosité de ce liquide devient gigantesque. Merci. Alors tu vois là, par exemple, pour plusieurs verres, cette viscosité qui est tracée en fonction de la température. Et tu vois que au voisinage de ce qu'on appelle la température de transition vitreuse, qui dépend du système donné, du verre considéré, eh bien, on varie cette température de quelques degrés, on l'abaisse un tout petit peu, et la viscosité prend des ordres de grandeur. Alors, tu vois, ici, on en est déjà à la viscosité du bitume. Et puis, on prend tellement d'ordres de grandeur au voisinage de la température TG, on prend en fait 16 ordres de grandeur de viscosité par rapport à la viscosité de l'eau. Donc en fait, la viscosité, ça indique vraiment le ralentissement de l'écoulement? Ben oui, regarde, par exemple, je jette un caillou dans l'eau. Voilà ce qui se passe. Je le balance dans de la mélasse, tu vois que ça s'écoule beaucoup moins. La viscosité, c'est ça. Et au voisinage de la transition vitreuse, on peut tracer cette viscosité en fonction ici non plus de la température, mais du rapport de la température de transition vitreuse TG divisé par la température. Et tu vois là aussi, ici c'est la viscosité de l'eau. Ici c'est la viscosité du miel. Ici du super miel. Ici du super miel. Ici du... Voilà. Et alors, 16 ordres de grandeur. Dans le même temps, on peut regarder comment évolue le temps de relaxation, taux alpha, de la structure. La façon, le temps typique qu'il faut à la structure pour se réarranger. Eh bien, tu vois que là aussi, ce temps prend des ordres de grandeur
avant d'arriver à la température de transition vitreuse. Alors, la structure, dans le même temps, eh bien, elle ne change pas beaucoup. Et si on regarde ici la structure du verre à vitre, eh bien, on voit qu'elle n'est pas très différente de la structure du liquide qu'Olivier a montré tout à l'heure. Pourquoi est-ce On qu'il y a a 3 un courbes premier là pic et puis après, c'est à peu près constant. Moi, je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'il y a 3 pics. C'est quoi? C'est SI et c'est O? Ah, c'est parce que le verre, c'est SiO2. Donc, je peux me placer sur un atome de silicium et me demander à quelle distance je vais trouver un autre atome de silicium, ou me placer sur un atome d'oxygène et me demander à quelle distance je vais trouver un autre atome d'oxygène, ou au contraire, un atome de silicium, tu comprends? Donc, il y a 3 fonctions. D'accord. Et alors, moi, ce que je comprends pas très bien, c'est que le professeur expliquait très bien que le verre et le liquide, c'est la même structure. Pourtant, il y en a un qui coule, mais pas l'autre. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un coule et pas l'autre? C'est encore une fois une histoire d'échelle de longueur, mais cette fois de dynamique. Reprenons encore une fois l'expérience du vivre, les petites boules. Voilà une expérience de petites boules. Regarde bien. La petite boule qui est là, elle explore un peu l'espace, mais pas beaucoup. Il va lui falloir énormément de temps pour aller là et renouveler toute la structure. Ce système est d'une certaine façon un verre. Maintenant, si on le regarde, on ne voit aucune forme d'ordre, pas d'échelle de longueur particulière, pas de traces de cristallisation. Qu'est-ce qui le ralentit? Eh bien, pour le savoir, il faut mesurer de combien bouge chacun de ces petits corpuscules. Alors ça, on peut faire, et on peut regarder les trajectoires de nos petits corpuscules. Donc on a intégré un peu les trajectoires dans le temps, et on a colorié les trajectoires. En bleu, ceux qui bougent très peu, en rouge, ceux qui bougent le plus, il n'y en a pas beaucoup, et puis en vert, ceux qui bougent moyennement. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas complètement au hasard. Les particules qui bougent le plus bougent de façon cohérente sur une certaine échelle de longueur. Cette échelle de longueur est grande par rapport au déplacement de chacun. Si tu veux, comme on a refroidi, que ça s'est densifié, pour bouger, eh bien, il faut se mettre d'accord avec ses voisins. Ça peut se voir dans des simulations. Dans des simulations, on peut regarder ici en 3 dimensions un système à haute température et à plus basse température. À haute température, on a représenté ici en couleur, exactement comme dans la présentation précédente, comme dans l'image précédente, les petits paquets de particules, sauf que là on ne discerne pas les particules, les petits paquets de particules qui vont à la même vitesse, ils ont la même couleur. Et tu vois que ça fait des tout petits paquets. Maintenant, quand on abaisse la température, on voit des espèces de petites galaxies qui se forment, et ces petits paquets de particules deviennent des gros paquets, et c'est cette longueur qui est responsable du ralentissement de la dynamique. Parce que si tu veux, pour se mettre d'accord à plusieurs, ça prend plus de temps. C'est un peu comme dans l'expérience d'opalescence critique que je montrais tout à l'heure, finalement. En effet, si on pouvait montrer que cette longueur à la transition vitreuse devenait vraiment grande de la taille du système, on aurait montré que la transition vitreuse est une transition de phase, tout comme celle que nous avons vue. Mais nous n'en sommes pas là. Non, nous n'en sommes pas là, parce qu'en fait, cette échelle de longueur, elle a été mesurée sur de vrais verres. Et tu vois, ce n-corps, c'est finalement le nombre de particules qui sont assujetties à bouger de façon cohérente. Et ce nombre varie, certes il augmente avec le temps de relaxation taux alpha, c'est-à-dire dans un verre quand on se rapproche de la température de transition vitreuse, mais au fond, il n'augmente pas énormément quand même. Alors là, en plus, on voit qu'il y a pas mal de différents composés qui suivent la même courbe. Mais est-ce que tous les liquides se prêtent à ce comportement de verre, ou alors est-ce qu'il y a des exceptions? Non, tous les liquides ne peuvent pas vitrifier de la même façon. Il y a une compétition entre la cinétique de cristallisation et la vitrification. En fait,
Si la cristallisation est trop rapide, s'il nuclée des petites cristallites dans le matériau trop rapidement, eh bien on obtiendra du cristal et non pas un verre. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris ce qui se passait, en fait, quand je fais couler des petites billes, mettons des grains de poivre, alors hop, dans un récipient, donc par exemple comme ça, en fait, si ça se bloque comme ça, c'est pas vraiment bloqué, c'est juste que j'attends pas assez. Si j'attendais un petit peu plus longtemps ou beaucoup plus longtemps, ça se mettrait à couler. Non, 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 non. Ah. Ça, c'est du blocage. Le blocage n'a rien à voir avec la transition vitreuse. Ça fait 15 ans que je me bats pour le faire comprendre, tu ne vas pas maintenant aller dire autre chose. Essayons d'être clairs, ne nous énervons pas, restons calmes. La transition de blocage, qu'on appelle aussi transition de jamming. Alors, prenons ce graphe. Sur ce graphe, j'ai représenté l'équation d'état d'un liquide à température donnée. Donc je l'ai représenté en fonction de la densité, parce qu'on a vu que lorsque j'abaissais la température, les systèmes se densifiaient, et c'est beaucoup plus visuel quand on le fait en fonction de la densité. À faible densité, faible pression, j'ai un liquide. On a vu, les petites particules ont de la place pour bouger, même si elles se voient et que leurs positions sont corrélées les unes aux autres. J'augmente la densité à un point où je forme un cristal. Les petites particules sont rangées comme les petits soldats de Napoléon, ou comme les petites particules dans ce cristal de diamant. Mais je peux éviter cette cristallisation et réaliser ce qu'on appelle un liquide surfondu. C'est un état métastable de la matière, alors que le système devrait cristalliser. Si j'ai été assez vite au moment où j'ai passé la température de cristallisation, ou ici la densité de cristallisation, si j'ai été assez vite, eh bien le cristal n'a pas le temps de nucléer. Tu as vu tout à l'heure sur l'expérience, quand on voyait les petits cristaux apparaître, il fallait un petit peu de temps pour qu'ils se forment. Si je les empêche de se former en allant trop vite, eh bien progressivement la dynamique se ralentit, elle se ralentit tellement que le cristal n'a jamais le temps de se former et on a un liquide surfondu. Ensuite, on peut continuer à augmenter la densité et à un moment donné, on forme un verre. Alors, ça c'est ce qu'on a vu jusqu'ici. Maintenant, ton histoire d'entonnoir là et de blocage, c'est seulement à partir de maintenant que ça commence. Je continue à augmenter la pression. Pourquoi je peux faire ça? Parce qu'ici, tu vois bien le beau diamant d'Elisabeth. Il y a de la place, ça vibre, la température donnée. On l'abîme pas. Je peux le compresser. Je peux le compresser. Et si je fais ça, évidemment, il faut que je mette un paquet de pression. À un moment donné, mes petites boules arrivent au touche-touche. Ça, c'est la transition de blocage du cristal. Mais je peux aussi, et ça me donne ce qu'on appelle un packing, un empilement ordonné compact. Maintenant, je peux aussi faire ça avec mon verre ici. Mon verre, on a vu qu'il avait la même structure que le liquide. Simplement, ça bouge un peu moins. Maintenant, je le comprime. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un empilement désordonné, compact, et je peux d'ailleurs en obtenir toute une gamme selon le verre que j'ai réalisé. Et le plus dense d'entre eux s'appelle, comme il se doit, l'empilement désordonné aléatoire. L'empilement compact aléatoire. Et tu peux remarquer que sa fraction volumique est plus faible que celle de l'empilement compact ordonné. Oui, ça fait d'ailleurs penser que lorsqu'on remplit une valise avant de partir en vacances et qu'on appuie dessus pour la fermer, on met beaucoup plus de choses quand c'est bien plié que quand c'est pas bien plié. Et oui, il faut être ordonné. Ben oui, enfin, il faut être ordonné, ça c'est vite dit. C'est un peu ce que fait depuis longtemps le marchand d'orange. Ah, chez moi, on connaît bien les marchands d'orange, ils connaissent bien, ils savent qu'il faut les empiler de façon régulière, sinon on en met moins. Et d'ailleurs, c'est un vieux problème. C'est un problème qui remonte à Kepler, qui a conjecturé que, effectivement, un empilement compact, ordonné de boules, de sphères, est toujours plus compact, plus dense qu'un empilement désordonné. Ensuite, un peu plus tard, Gauss, lui, a calculé
la densité d'un empilement compact ordonné. Et la conjecture de Kepler, qui remonte à il y a longtemps, hein, eh bien, elle n'a été démontrée qu'en 1998 par un mathématicien anglais du nom de Thomas Hales, et ça lui a d'ailleurs valu la médaille Fields en 2005. 368 ans de maths pour montrer que des petites boules sont bien rangées comme ça? Eh oui. Eh bien, combien de temps ça va nous prendre d'étudier les empilements désordonnés? Alors, regarde. Les empilements désordonnés, on peut aussi les étudier avec des petites boules. D'abord, en 2 dimensions. Voilà. Regarde ici. Nous avons des petites billes posées sous la binoculaire. Et pourquoi les a-t-on posées sous la binoculaire? Pour qu'elles ne nous fassent pas croire qu'elles sont ordonnées quand elles ne le sont pas. Ici, par exemple, nous avons quelque chose qui ressemble, si on ne regarde pas trop bien, à un parfait hexagone. Pourtant, tu vois qu'ici, il y a des contacts, mais là, il n'y en a pas. Et même, de loin, s'en faut. Et tu vois que le nombre de contacts par particule, lui, est absolument pas ordonné. 1, 2, 3, 4. Celle-ci, elle n'en a que 3. Celle-là aussi. Alors, on peut montrer que le nombre moyen de contacts en 2 dimensions, comme ça, dans un empilement, varie évidemment avec la densité. Si on compacte plus, il y en aura plus. Pour compter les contacts, il y a des méthodes, heureusement, plus efficaces que de regarder des petites boules sous une binoculaire. Regarde ici l'expérience suivante. Tiens, là, il faut basculer. Hop, je le fais. Donc là, on ne voit rien, mais ce n'est pas parce que l'expérience est ratée. C'est parce qu'elle n'est pas commencée. Voici un empilement de disques photoélastiques. Alors la photoélasticité ferait l'objet de toute une conférence expérimentale à elle toute seule. Mais la photoélasticité permet de voir les déformations, et comme ces grains sont élastiques, les forces à l'intérieur des grains. Donc mon petit empilement, je vais l'écraser avec un piston. Maintenant, avant de l'écraser, laissons-lui un peu de place, je vais le recouvrir avec une feuille magique, en fait un polariseur croisé. Et maintenant, je vais le recomprimer à nouveau. Oh. Et là, on voit apparaître les chemins des forces dans l'empilement. Alors, ce qui est vraiment remarquable, en fait, c'est que ces chemins ne passent pas par toutes les particules. En effet, le On chemin voit, des forces est très hétérogène Et puis on et voit... révèle la structure désordonnée de l'empilement, les positions où il y a contact. Et on voit que là, on est loin de la problématique de l'empilement des boulets de canon de Kepler. Ce qui est en plus assez impressionnant, c'est que là, on voit des cellules qui sont même plus grandes que les billes. Bien sûr, les grosses plages noires sont des zones qui ne subissent aucune force parce qu'elles sont protégées par les chaînes de force. Un peu comme, si tu veux, les piliers d'une cathédrale font que on n'est pas écrasé à l'intérieur de la cathédrale par le toit de celle-ci. Alors, cette technique a permis à Robert Beringer de l'université de Duke de mesurer le nombre de contacts dans un empilement comme ça en fonction de la densité de l'empilement. Donc là, on voit très bien que quand un grain est comprimé entre 2 points, on a un signal photoélastique très clair. Donc il fait cette expérience à plusieurs reprises, à différentes fractions volumiques ou densités, et voilà ce qu'il observe. Il observe que le nombre de contacts saute soudainement à une certaine valeur de la fraction volumique qui coïncide avec le moment où la pression dans l'empilement augmente significativement, au moment où les grains commencent à se toucher. C'est vraiment ce nombre de contacts qui va déterminer toutes les propriétés de l'empilement. Mais ça, je comprends qu'on puisse voir pas mal de choses sur un empilement en 2 dimensions, mais là, en 3 dimensions, on ne peut pas voir tout ça. On sera caché, enfin, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a des façons un peu astucieuses? En 3 dimensions, c'est plus technique. Bon, laisse-moi t'illustrer une méthode que Elisabeth utilisera par la suite. Je vais mettre un petit peu de liquide dans mon empilement bidimensionnel. Alors, il ne faut pas que j'en mette trop. Je vais le répartir entre les grains. Et qu'est-ce qu'on voit?
Allez, un peu moins de liquide. Il faut laisser s'évaporer, qu'il n'y en ait pas trop. Voilà, là c'est pas mal. On voit que le liquide va se mettre préférentiellement au contact. Si bien que si ce liquide était de l'encre, en le laissant s'évaporer, il laisserait un petit dépôt d'encre sur le grain. Et à ce moment-là, en récupérant chaque grain individuellement, on pourrait voir les contacts. C'est ce qu'on peut faire sur cet empilement tridimensionnel. Là, on voit qu'on a un empilement de billes. Je verse sur cet empilement de l'encre. Et je laisse sécher. Alors, comme on ne veut pas abuser de votre patience, on en a fabriqué un il y a un bout de temps. Et il a déjà séché. Alors, je prends une petite bille. Regarde bien comment elle fait, hein, parce qu'après, il y en a beaucoup à prendre. Et je... Bon, je la mets dans la coupelle qu'Olivier va vous montrer. Alors, Et essayons. vous allez voir la bille où l'encre a marqué les contacts. Voilà la bille. Un petit coup de zoom. Vas-y, va à l'écran. Ouais, mais là, c'est son... Oui, oui, oui. Est-ce qu'on les voit, ces contacts? Ah non, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose là. Mettons un peu plus de lumière. Voilà. Oh. Alors, Je vais la faire rentrer un petit peu dans le champ visuel. Voilà. alors là, juste sous le spot, en fait... Ah. Ah, elle a disparu. Horreur. Oh là, les billes, ça roule alors, que voulez-vous? Fausse manip. Merci, maestro. On reprend. Vous la voyez? On rezoome. Là, on voit bien une petite tache, là, juste en bas à droite. C'est une tache d'encre. Voilà. Je pense qu'on en voit même deux, non? Alors, so far, On y voit vraiment pas très bien. juste une. Là. Donc, juste sous le spot. Ah, en fait, on en voit deux côte à côte. Donc, ça a peut-être bougé entre-temps. Là, effectivement, on voit une tache noire. Donc, c'est l'encre. Hop là, merci. Donc, juste là, il y a un rond. Hein, c'est facile à voir. Donc, ça, c'est l'encre, en fait, qui a séché au niveau d'un contact, d'un pont capillaire, On comme va on les essayer d'en appelle. voir plus. Donc, l'eau qui tenait tout ça a séché. Ça a laissé l'encre. Et cette encre-là, en fait, elle marque la présence d'une bille voisine lorsque ça a séché. On en voit une ici aussi. Comme c'est de l'encre, c'est un dépôt qui est un peu solide, donc ça apparaît en épaisseur. Donc on voit également aussi un petit dépôt là. On en voit un, hop, tout en haut là. Et donc comme ça, si on fait tourner la bille sur le support, on peut regarder toute sa surface et compter tous les contacts qui sont apparus dans l'empilement. Eh bien, je vois que tu as tout compris. Au travail. Tu prends Ouais. tout l'empilement, Il y a bille beaucoup par de billes bille. là. Non, mais Tu comptes le nombre de contacts et on connaîtra le nombre moyen de contacts en 3 dimensions, autre chose que la photoélasticité, en fonction de la fraction volumique. Non, mais ça va pas, tu es un esclavagiste. Et non, Olivier. il y a aujourd'hui des méthodes plus modernes. Ah, pauvre petit. Regarde. Ici, c'est une émulsion d'un liquide fluorescent. Donc ça fait des petites sphères. Et ce liquide fluorescent est observé avec ce qu'on appelle un microscope confocal qui permet d'observer la structure de l'empilement à 3 dimensions. Et tu vois ici que les petits points plus lumineux sont les points de contact. Il est ainsi possible de déterminer le nombre de contacts en fonction de la fraction volumique de cet empilement en 3 dimensions. L'anecdote marrante, c'est que ça avait été fait 3 siècles plus tôt, de nouveau par un certain Hales, à croire qu'il faut s'appeler Hales pour étudier les packings. Ce monsieur étudiait à nouveau les végétaux. Il étudiait la mécanique des petits pois. Plus on est en bas, plus on a de petits pois sur la tête. Et donc plus la pression est grande. Ces petits pois étaient légèrement imbibés d'eau, ils ont gonflé. En gonflant, ils se sont écrasés contre leurs voisins. Ils se sont déformés là où il y avait contact. Il les a ensuite laissés sécher et en vidant sa cellule couche par couche, il a pu observer que le nombre de contacts augmentait avec la pression, mesure en 3 dimensions réalisée
3 siècles avant cette mesure réalisée à l'Université de New York. C'est tout de même assez remarquable. Mais alors pourquoi tous ces contacts sont-ils tellement importants? Oui, ça sert à quoi de compter les contacts? Eh bien, c'est une histoire de stabilité mécanique. Ton empilement d'oranges, le marchand dans ton pays, Ah, ouais, et alors? il n'a pas envie que ces oranges se cassent la figure à tout instant. Évidemment. Et c'est le nombre de contacts qui assure la stabilité mécanique de cet empilement. Parce que les oranges, elles frottent. Ça aide, mais même s'il n'y avait pas de friction, si le nombre de contacts est supérieur à un certain nombre, qui est juste le nombre qu'ils prennent au moment où les oranges commencent à se toucher, Ouais. l'empilement est mécaniquement stable, le système est solide, rigide si tu veux. Ah, mais alors, c'est la même chose pour le verre ou pas? Ah mais non, le verre, on a vu que dans le verre, comme dans le cristal, il y avait de la place. Ouais. Donc ça ne peut pas être les contacts qui font la stabilité mécanique Ah oui, du c'est verre. vrai, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Donc qu'est-ce qui assure la stabilité mécanique du verre? Eh bien paradoxalement, c'est un peu la température. Je m'explique. Non, suis-moi. Imagine que tu sois chez toi et que tu veux enfiler un fil dans un chat d'aiguille. Si le fil est plus petit que le chat d'aiguille et que tu es assise bien au calme, je pense que tu arriveras à passer le Ça fil m'arrive rarement, mais bon. Oui. dans le chat d'aiguille. Oui. Bien. Si le fil est plus gros que le chat d'aiguille, là, t'as beau faire, tu ne passeras pas le fil dans le chat d'aiguille. C'est la transition de blocage. Bien. C'est ça qui assure la rigidité de ton empilement d'orange. Tu es obligé de déformer le fil si tu veux le faire passer dans le chat d'aiguille. Je comprends. Maintenant, on refait la même expérience dans le métro aux heures de pointe. Tu as ton fil. Tu essayes de le faire passer dans le chat d'aiguille. Eh bien là, qu'il soit plus petit, plus gros que le chat d'aiguille, peu importe, tu ne le passeras pas. Ça dans le rentre chat pas. d'aiguille. La résistance du verre vient du fait que même s'il y a de la place, la température permet à chacune des petites boules, de sentir ses voisins. Et chaque fois qu'elle est sur le point de pouvoir passer entre deux voisines, clac, un coup sur le côté, et elle ne passe pas. La rigidité du verre est d'origine thermique. Venez voir. Regardez. J'ai vraiment trouvé un truc assez spectaculaire. Oh, on dirait des cafards! Oh, Ziane, tu as brisé l'invariance galiléenne. Comment as-tu fait ça? Très simplement. En fait, regardez. C'est une petite astuce. Donc tout d'abord, je vous montre ce que j'ai fait avant ça. Parce qu'il y a pas mal de travail qui a été effectué pour obtenir ces petites particules qui bougent. Tu m'en diras tant. Donc j'ai commencé par étudier des particules parfaitement symétriques, qui ne brisent pas l'invariance galiléenne. Donc celles-ci, elles sont comme celles-là. Alors là, on les voit pas très bien. Déjà dézoomer. Moi, je... Ensuite, essaye de tenir la lumière. Voilà. Mets de la lumière dessus. Non, on ne peut pas la voir. Hop. Où est-elle? Et là. Là pour la voir. Difficile. Vas-y, essaye de... Attends, moi, je ferai une petite mise au point. Voilà, super. Impeccable. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, cette petite particule, si on la tourne, elle est identique à elle-même, elle est symétrique. D'accord? C'est juste un petit palais. Donc, je vais vous la retourner un petit peu pour que vous la voyez. Hop. Alors, si je fais ça proprement, vous voyez, c'est un petit palais avec un petit cylindre et un petit disque dessus. D'accord? Donc, c'est la version symétrique. C'est pas celle qui bouge dans mon vibreur. Celle qui bouge dans mon vibreur, elle est comme ça. Vous voyez? Elle a deux petits pieds. Il y en a un qui est tout noir, il est en caoutchouc. Et il y en a un qui est métallique, et c'est l'espèce de petite pointe que vous voyez en bas de l'image. Alors je vais vous la tourner un petit peu pour que vous la voyez encore mieux. Alors, hop. Regarde vers l'écran plutôt. Voilà. On la voit? Oui, je crois qu'on la voit bien. Voilà. Donc ça, c'est un peu le genre de particules que j'utilise et qui arrivent à ressembler à des cafards. Voilà. Et donc, ce que je me suis amusé à faire, c'est un petit peu comme pour les particules de Brown, c'est les suivre, dessiner leur trajectoire en les suivant dans le temps. Et pour les particules qui sont parfaitement symétriques,
on a des espèces de petits gribouillis qui ressemblent beaucoup aux trajectoires des particules de Brown. Donc en fait, ce système-là, c'est une bonne façon de réaliser un mouvement brownien à une échelle macroscopique, à l'échelle commune, on va dire. On peut les voir à l'œil nu. D'accord ? Et en plus, il n'y a aucune direction privilégiée qui apparaît, c'est très erratique, donc c'est vraiment les caractéristiques du mouvement brownien. Par contre, pour les particules qui sont, elles, qui sont plus symétriques, puisqu'elles ont un avant et un arrière, donc une direction privilégiée, on voit qu'elles avancent selon des segments de droite qui sont relativement longs, en tout cas longs devant la taille de ces particules-là. Elles ont donc une direction privilégiée de déplacement, et lorsqu'on suit ces particules, ces segments de droite représentent ce qu'on appelle une longueur de persistance. Mais en fait, il faut bien comprendre que ces petites particules, par rapport à nos atomes, il y a une grosse différence. Elles sont elles-mêmes des petits systèmes hors équilibre. Très juste. Elles reçoivent de l'énergie du vibreur, elles dissipent de l'énergie en frottant sur la paroi du vibreur, et elles produisent un travail. C'est très juste, parce que les petites molécules ou les atomes qu'on étudiait, eux, étaient toujours à l'équilibre avec leur environnement. Néanmoins, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on observait dans le liquide. Tu as essayé d'en mettre beaucoup? Oui. Qu'est-ce que ça donne? C'était fastidieux parce qu'en fait, il a fallu que j'en mette énormément. Je les ai comptés une par une, il y en a 891. C'est déjà mieux que de compter les contacts. Mais c'est quand même très très long. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, en fait, pour expliquer un peu ces couleurs qui sont très très jolies. Mais c'est un liquide. Ça ressemble beaucoup à un liquide. Mais là, en fait, on peut hésiter. Voilà, il y a un petit peu de verre quelque part. Mais c'est très désordonné, ça bouge très peu. Donc, on peut se demander si on n'est pas si près que ça, finalement, à la transition de blocage dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Par contre, si on regarde ce qui se passe avec les particules qui, elles, ont deux pieds et marchent, on voit que les choses sont très différentes. Ah oui, elles valsent. Elles valsent en groupe. Oui, il y a des courants. Exactement. Il y a des fluctuations incroyables de densité dans ton système. Et effectivement, on regarde en fait là, les couleurs, elles indiquent les directions prises par les particules. Il y en a le même nombre. Mais je les ai comptées à chaque fois. C'est les mêmes nombres de particules. 891 ici et 891 là. C'est incroyable, on dirait qu'il y en a beaucoup moins là. Ben ça, c'est à cause de ces fluctuations de densité dont tu parlais. Effectivement, on voit des endroits très très densément remplis, et puis hop, des vides comme ça, où il y a très peu de particules, et ça évolue dans le temps, ça reste jamais pareil. Si j'étais de mauvaise foi, je dirais que c'est à cause de la taille de ton système. Alors on s'est amusé à faire des choses beaucoup plus petites, mais pas moi, parce que je suis incapable de faire des particules plus petites et beaucoup plus nombreuses. Grand, tu veux dire? Ah, des particules plus petites? Exactement. Exactement. Et donc, ça, ce sont des amis numériciens donc, qui ont le pouvoir de créer la réalité sans la réaliser. Et voilà ce qu'ils ont obtenu. C'est beau. Magnifique. On dirait des nuages. Ou bien des oiseaux. Mais ça, c'est des oiseaux. Ça, c'est des vols des tourneaux dans le ciel de Rome. Mais alors, il y a des gouttes d'oiseaux. Oui, des gouttes d'oiseaux. Et tu vois, peut-être que si on utilisait tous les outils dont on a parlé, tous ces outils de la physique statistique, peut-être qu'un jour, on comprendrait ces structures de la même façon qu'on a compris la belle structure de ton diamant. Mais ça va être difficile de faire des manips avec des oiseaux, hein. Oh, mais Ziane, on s'y est déjà mis, non? On essaie des tonnes de choses, pas forcément des oiseaux, des gouttes nageuses par exemple, toutes Des petites. gouttes nageuses. Des gouttes Exactement. nageuses, des petits robots marcheurs, des particules nano. nanorobots autopropulsés. Et alors ça, on arriverait à les comprendre? Ben oui, évidemment, En tout cas, on cherche. il y a beaucoup de travail. Et mais ils sont petits comment, les robots? Oh, un marcheurs? micron, on pourrait même peut-être envisager de faire encore plus petit. Peut-être qu'on dessinera des atomes un jour. Mais c'est quoi la Des limite? atomes Ouais, qui sait, quantiques, des marcheurs quantiques. Ça, c'est formidable. Alors ça,